Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez vous à cette soirée exceptionnelle qui a été spécialement organisée pour vous, nos membres patronage. Je voudrais tout d'abord remercier Pierre-Pascal Bruno et Arnaud Pereira de nous avoir invités ce soir pour regarder le film Délicieux en avant-première. Pierre-Pascal, vous êtes le président fondateur de Tapis Rouge et Arnaud, vous êtes le directeur exécutif. On va parler du Tapis Rouge et du film tout à l'heure, maar pas avant de dire quelques mots en néerlandais aussi aan nos membres. Dus goedenavond, ik wil ook in het Nederlands graag iedereen van harte welkom heten op deze speciale avond, die echt is georganiseerd voor u als patronagelid. En u heeft vandaag de mogelijkheid om de film Délicieux in de voorpremière te zien. Ik heb vandaag een interview met Pierre-Pascal Bruno en Arnaud Pereira van Tapis Rouge. Ik ga het interview in het Frans houden, maar ik zal aan het einde ook in het Nederlands een kleine samenvatting geven. Dus ik ga nu door in het Frans. Donc je continue en français. Pierre-Pascal, on va parler du film tout à l'heure, mais peut-être vous pourriez nous raconter ce que c'est Tapis Rouge. D'abord, merci Sylvie d'avoir organisé cette belle soirée que j'espère séduira tous vos hauts membres. Nous sommes très honorés d'avoir l'occasion de leur parler, de nous adresser directement à eux. Alors, Tapis Rouge, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est un peu la même histoire que la création de ma petite librairie. Il n'y avait pas d'événement à Amsterdam autour du cinéma français, bien que le cinéma français soit très apprécié par les Néerlandais. Pas d'événement. C'est aussi le fruit de rencontres. Une première rencontre où, à l'occasion de la création de ma fondation, donc l'Échappée Belle pour la promotion de la langue et la culture française, j'ai rencontré Mark Smith, donc de Cinéar, un des grands distributeurs du Benelux. Et on a eu donc cette idée, on a réfléchi à l'idée d'un événement. Et c'est ainsi qu'est né Tapis Rouge, avec aussi, malheureusement, elle a quitté les Pays-Bas, Karine Bougnac, qui avait une grande expérience de l'organisation de festivals avec l'Alliance française en Australie. Alors, qu'est-ce que c'est Tapis Rouge, hein? Tapis Rouge, c'est un programme d'une vingtaine de films en langue française sur 5 jours, qui sont donc précédés en général tous les soirs. Nous allons avoir une soirée spéciale où nous recevons des réalisateurs et des acteurs. Nous l'espérons vivement cette année, qui seront physiquement présents et non pas par Zoom. Les chiffres, c'est important. Quels sont les chiffres clés, hein? C'était malgré les contraintes sanitaires, on a réussi à avoir près de 2000 spectateurs et surtout un taux de fréquentation de salle de 84%. Donc ça, c'est vraiment un chiffre dont nous sommes fiers. Sans oublier, pardon, je vous interromps une toute petite seconde, sans oublier que les salles étaient capées à 30 personnes maximum. Oui. Voilà, des restrictions vraiment drastiques qui nous ont quand même permis d'attirer beaucoup de monde. Bon. Il y a une nouveauté cette année, donc le prix Tapis Rouge, la meilleure adaptation d'un livre de langue française, bon, qui est cher à mon cœur en raison de ma fondation et de la librairie, qui est donc jury présidé par Pierre Assouline, grand écrivain connu français et membre de l'Académie Goncourt. Donc c'est un vrai succès. Le prix a donc été décerné à Des Hommes de Lucas Bellevaux, qui était une adaptation du roman éponyme de Laurent Mouvigné. Alors évidemment, Tapis Rouge ne pourrait pas exister sans nos partenaires. Bon, la Chambre de commerce, bien entendu, à commencer par la Chambre de commerce, Cinéar, dont j'ai parlé, dont les conseils sont extrêmement précieux sur le plan technique, sur le plan de la distribution et des films. Jean Mineur, Leven en Frankrijk, nos médias partenaires, hein, nos partenaires médias. L'Alliance française d'Amsterdam, qui depuis l'an dernier est dirigée à présent par Dorine Le Breton, qui aura une vocation cette année très particulière, une tâche difficile, mais dont je suis sûr elle s'acquittera avec talent, d'organiser les séances scolaires et la jeunesse. Et puis nos partenaires cinéma, bien sûr, Filmhallen, qui nous accueille ce soir dans cette belle salle parisienne. Et enfin, et le Tuschinski, hein, le pâté, là où nous donnons chaque année donc, la soirée d'ouverture. Et puis, bien sûr, nos partenaires institutionnels, sans lesquels aussi le Tapis Rouge n'existerait pas. L'ambassade, notre ambassadeur, M. Vassy, le consulat, hein, toute l'équipe du consul qui sont fantastiques, et l'Institut français.
Et le dernier institutionnel très important pour nous, Unifrance, qui est chargé de la promotion du cinéma français à l'export. Mais bien sûr, on a aussi tous nos sponsors dont Arnaud se charge et dont il va nous parler maintenant, Arnaud. Alors, nos sponsors. Nos amis sponsors qui nous aident énormément, qui nous ont aidés pour la première édition, la seconde édition et qui, je l'espère, nous aideront pour cette troisième édition. On aime travailler avec des sponsors qui nous semblent importants et cohérents. Et on a travaillé avec Heineken, on a travaillé avec BNP Paribas, on a travaillé énormément et on a adoré la collaboration avec TV5 Monde. Collaboration qui fait sens, c'est ça qui est intéressant, c'est d'apporter la francophonie dans des pays étrangers et c'est ça en fait qui va nous intéresser. On a également aussi un ancrage local avec cette année la CODAM, qui est un institut pour les jeunes développeurs. Et c'est intéressant justement de travailler aussi avec des grands groupes, des grandes maisons, mais aussi des gens qui sont plus proches de nous. On a aussi travaillé avec des sociétés comme le Fournil de Sébastien à une époque qui vraiment s'adressent à la francophonie et au savoir-faire de la restauration française. BNP, bien sûr, Paribas, J'ai dit oui, voilà, BNP, Paribas, bien sûr, Citroën, enfin, on en oublie certainement, donc pardonnez-nous. Et donc c'est vrai que cette année, on est dans une période particulière, évidemment on l'apprend à personne, et c'est vrai qu'on a encore envie de proposer du cinéma français aux Néerlandais et aux francophiles. Et il est vrai qu'on compte beaucoup sur la collaboration qu'on pourra avoir avec certains sponsors et qu'on va pouvoir tisser sur les prochaines semaines et j'espère les prochains mois. Alors évidemment en vue du festival de la 3e édition qui aura lieu en novembre prochain, mais également toutes les choses que nous allons pouvoir faire d'ici là, tous les événements que nous allons pouvoir organiser. Un événement comme celui-ci par exemple. À commencer par celui-là, oui, bien sûr. Bien évidemment, et je l'espère, de nombreux autres. Oui. C'est vrai que le public en général ne voit pas quel travail est derrière l'organisation d'un festival et vous venez de nommer tous les partenaires avec qui vous avez travaillé. Et comme vous le dites tout à l'heure déjà, la 3e édition va être organisée cette année et les 2 dernières éditions ont été très réussies malgré les difficultés parce qu'on sait tous qu'en 2020 on a tous eu une année très inédite et difficile. Et je crois que pour l'organisation d'un festival de films, c'est pas facile. Et finalement, le festival a eu lieu entre 2 confinements. Mais vous avez déjà mentionné le chiffre de 2000 personnes qui sont quand même venues au festival. Donc ça, bravo pour cette belle prestation. Et merci à tous ceux qui sont venus justement voir nos films. Évidemment, ça va dans les 2 sens. On est très content de proposer des films, on est surtout très content de savoir que les gens sont venus. se sont bousculés cette année. Et ça, c'est aussi grâce au choix que vous faites, parce que déjà, je sais qu'en 2020, le film d'ouverture était Adieu les cons. Je sais qu'en 2019, c'était hors norme. Et en 2019, on a vécu une vraie soirée d'ouverture. Ah, ouais. On l'espère de l'avoir cette année, et que ce sera plutôt comme l'année 2019 et pas comme l'année 2020. Et je sais que nous, avec nos membres patronage, on a été invités pour la soirée d'ouverture à Tuschinski en 2019. Je pense qu'on était 600 pour regarder le film. Oui, il y a 635 et la soirée grâce à vous, Sylvie, à la Chambre, très belle soirée privée où il y avait plus de 200 personnes. Ouais. Donc on espère surtout qu'on aura une soirée d'ouverture qui ressemble à 2019. Mais en général, le choix de vos films sont extraordinaires. Et je crois que la majorité des films que vous avez choisis n'ont jamais été projetés avant aux Pays-Bas. C'est ça. Est-ce que ça, c'est une volonté de votre part ? Exactement, oui, c'est un choix, c'est d'apporter justement aux expatriés et aux amoureux de la francophonie des choses auxquelles ils n'ont pas accès en général. Donc c'est très intéressant de leur proposer des œuvres contemporaines, des films principalement en avant-première et en exclusivité, ce qui donne aussi au festival une certaine empreinte, une certaine valeur ajoutée qui est très importante pour nous. Par exemple, cette année, on avait 10 films en avant-première et 4 films en exclusivité. Exclusivité, ce sont des films qui ne sont pas destinés à une sortie en salle aux Pays-Bas. Ce qui fait que sur 19 films, on en avait 14 qui étaient vraiment des pièces maîtresses. Des films importants, absolument, et qui ne sont toujours pas distribués, puisque, en raison du confinement, donc nous avons été très en avance en début décembre. Ouais.
Et très fier aussi, comme vous disiez, Adieu les cons, qui était notre film d'ouverture, a remporté 4 Césars, et dont les 2 Césars majeurs qui sont meilleur film et meilleure réalisation. Oui. Non, c'est vrai que le choix de vos films, c'était magnifique. Et moi, en tant que Néerlandaise, je suis très contente qu'on amène plus de films français aux Pays-Bas. Et j'espère vraiment qu'on va attirer plus de Néerlandais pour regarder le film. Et parlons justement de ce film de ce soir, Délicieux. Vous avez passé un entretien avec le réalisateur, c'est Eric Bénard. Oui, tout à fait, Sylvie. Donc ça, c'est vraiment un des plaisirs et une des grandes satisfactions de l'organisation de ce festival, d'avoir le contact avec les réalisateurs et les acteurs. Alors Eric Bénard il est né en 64, il a à son actif 7 films, 3 films de genre et puis 4 films plus personnel, dont Délicieux, dont on va parler tout à l'heure. Il est surtout, je dirais, en plus, un réalisateur accompli parce qu'il écrit les scénarios. Il a à son actif une 50aine de scénarios. Et il y a une ligne directrice toujours dans ses histoires, dans ce qu'il raconte, c'est le dépassement de soi. Et ce dépassement de soi, comment surmonter des obstacles, sont souvent obtenus par des rencontres, de belles rencontres, qui vous permettent donc d'aller plus loin et d'atteindre peut-être un niveau de satisfaction et de plaisir dans la vie grâce à ces rencontres. Alors, en parlant de rencontres, Eric Bénard est le fils de Jacques Bénard, un grand réalisateur des années 60. Et il y a un petit clin d'œil, je trouvais amusant, c'est que Eric Bénard, donc Jacques Bénard, son père, a tourné Le Grand Restaurant en 66 avec Louis de Funès et Bernard Blier. Alors évidemment, le film n'a strictement rien à voir avec Délicieux, sauf que le personnage central est un grand chef. Et Eric Bénard nous a confié que le début du film est un clin d'œil véritablement au film de son père, puisqu'on voit toute la préparation, la frénésie et un rythme soutenu dans les cuisines pour préparer les grands plats. Donc, vous allez découvrir maintenant qui est Eric Bénard et ce pourquoi et comment il a réussi ce très beau film que vous verrez tout à l'heure. Je vois derrière vous une série de Pléiades, hein, donc on reconnaît l'auteur et l'écrivain. Alors vous avez réalisé 7 films, une bonne dizaine de scénarios, dont des scénarios pour vos films. Hein. Les scénarios c'est plus 50 que 10. Mais, voilà. Oui, alors oui, qui correspondent aux films sortis, mais effectivement, oui. Donc vous êtes, je dirais, vous êtes un réalisateur, mais d'abord un écrivain. On retrouve une ligne directrice. Il y a Mes héros 2012, hein, qui est un peu proche d'une histoire familiale avec Maxime, qui est aussi un petit peu vous. On va en parler tout à l'heure. Le goût des merveilles, superbe film en 2015 qui traite à la fois de l'autisme et de la nature. Hein, très très belle photo, tournée dans la Drôme, si mes souvenirs sont bons. Exact. Et puis bon, en 2019, sorti en 2020, L'esprit de famille. Oui, bien sûr. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, moi, pour ce qui est des 7 films que j'ai fait 3 films de genre d'abord. J'ai fait un film d'arnaque, un polar, un film de jungle. Et après 3 films hommages à des gens proches. Un à ma mère, qui était mes héros, en fait, même si c'est un à ma compagne, qui était Le goût des merveilles, et un à mon père, qui était L'esprit de famille. Je dis ça parce que je suis arrivé à la fin d'un cycle. Et que quand je me suis posé la question de ce que j'allais faire après, il y a 2 dominantes qui étaient là. La première, c'était, et là il y a un lien avec Le goût des merveilles, c'est d'avoir un personnage transfert qui reste moi d'une certaine manière. C'était le cas dans les 3 films puisque c'était des hommages à des proches, même si c'était déguisé, même si ça n'avait rien d'autobiographique, mais sur le sensoriel. Et le deuxième point, c'est en effet, je viens de prononcer le mot, le sensoriel. C'était ce qui m'avait intéressé dans le goût des merveilles, c'est de travailler sur les 5 sens. Travailler sur l'autiste était bien entendu une métaphore du metteur en scène. Et donc là, vous parlez de transfert, donc évidemment on pense tout de suite au mot de Flaubert, même s'il ne l'a pas écrit, il l'a peut-être dit, hein, Madame Bovary, c'est moi. Et la meilleure interprétation de cette citation, c'est qu'en fait, Flaubert
s'identifier à tous ces personnages et pas uniquement à Madame Bovary. C'est un peu votre cas, hein, c'est-à-dire qu'il y a un transfert, certes dans les films que vous avez dit de votre cycle, sur votre mère, votre père ou sur vous-même ou sur votre couple. Donc là, dans Délicieux, je dirais qu'on dépasse cela et il semble qu'on soit plus dans le franchissement de certaines barrières, d'aller plus loin. Alors, comme nous sommes à Amsterdam, évidemment, on doit parler de Spinoza. Donc, ce que Spinoza appelait des passions tristes par opposition aux passions gaies, qui sont des passions qui vous tirent vers le bas. Alors, est-ce que c'est le thème principal ou un des thèmes principaux? C'est un des thèmes principaux de mon travail. Spinoza, je suis content d'entendre le nom. Oui, moi, je combats les passions tristes. Je combats le cynisme en un et les passions tristes en sachant que ces pulsions existent et que toutes ces petites passions tristes, l'égoïsme, tout ce genre de choses est notre quotidien. Je fais du cinéma pour combattre ça. C'est ma façon de tordre le réel d'une certaine manière. Et l'une des récurrences structurelles, elle est claire entre, par exemple, Le Goût des merveilles et Délicieux, c'est un personnage qui retrouve confiance en lui parce qu'on lui fait confiance, parce qu'il rencontre un autre qui lui fait confiance. Alors voilà ça, il y a cette notion de rencontre, c'est la rencontre avec un être, exception en tout cas avec lequel on a une communication qui fait qu'on peut dépasser ces passions tristes. Alors dans Délicieux, c'est quoi? C'est la résignation, c'est le désir de vengeance aussi peut-être, ouais. Dans Délicieux, la passion, ils ont chacun une passion triste, si on regarde sans tout dévoiler. Lui, c'est la résignation. Il n'a pas confiance en lui. Et d'une certaine manière, il boude, si vous me permettez l'expression. Oui. C'est-à-dire qu'il a abandonné le combat. Il a abandonné dans le rôle. Voilà. Il a abandonné le combat. Elle, c'est la vengeance. Dans le Goût des merveilles, c'était le veuvage et l'autisme. Ce sont des bulles. C'est des bulles qu'il s'agit de faire éclater. Dans l'esprit de famille, c'était le deuil. Ce sont des bulles qu'il s'agit de faire éclater pour accepter que l'autre vous tende la main et qu'il vous donne confiance en vous. Et là, la métaphore est sur la cuisine. Donc, dans Délicieux, je ne révèle rien parce que c'est dans la bande-annonce, mais ce dépassement, il se fera par la création d'un nouveau lieu, hein, pour reprendre l'expression, un nouveau lieu de bouche, un lieu de gourmandise. Et là, j'ai une petite question, mais vraiment historique. Le restaurant, en fait, aurait été inventé à Paris à la fin du 18e, en 1865. Hein. Vous l'avez transposé dans le Cantal. Est-ce que c'est votre amour de la nature comme pour la Drôme? Quand je pense nourriture, je ne pense pas Paris. Même si on dit que Paris est la France de la France. Moi, je pense à la Nationale 7, entre guillemets. Vous savez, les 3 étoiles sur les anciennes nationales. C'est ce qui m'intéresse. Et donc, je me suis dit, je vais faire l'histoire du premier gastro, en fait. D'un mec qui crée le premier restaurant de province avec tout ce que ça implique de modernité, les circuits courts, le retour aux produits, ce qui est une vérité du XVIIIe siècle. Quand vous commencez à travailler là-dessus, ce qui est très impressionnant, ce sont les mêmes mots. Et ce qui est vrai, c'est que le langage du XVIIIe, le langage ensuite qui a été repris par les grands écrivains qui ont écrit sur les saveurs, existe toujours dans la cuisine d'aujourd'hui. Le regard que vous portez sur les aristocrates, donc il y a le duc de Chamfort qui est un personnage imaginaire qui est joué par Benjamin Laverne. Là, vous jetez un regard donc très, très précis, très proche de la caricature, sauf que le langage est vraiment le langage du 18e. Hein. Est-ce que là encore, vous avez eu un travail de recherche et de documentation sur le... Oui, bien entendu. Vous savez, moi, j'ai eu la chance, en tout cas j'ai le goût d'écrire des films d'époque, de pas mal d'époques différentes. Le tout, c'est de trouver le bon langage. Parce que, je vais vous donner un exemple, si vous écrivez sous Montaigne, ça va pas être compréhensible. Donc il s'agit d'être à la fois dans la grammaire et dans l'oreille de Montaigne et d'être compréhensible par quelqu'un d'aujourd'hui. C'est pareil pour le 18e. C'est-à-dire que vous avez raison et je suis content de vous entendre dire que c'est juste.
Mais c'est juste, et en même temps, c'est juste arrondi ce qu'il faut pour que on fasse le chemin, entre guillemets. Alors, il y a des rapports de classe sociale aussi entre les personnages qui font qu'ils ne parlent pas de la même manière. Pour répondre à votre question, ce qui m'intéressait, moi, c'était l'ennui. Et je trouve que c'est le lien avec notre époque. De ce point de vue-là, il y a 2 autres films qui relèvent de la même logique. C'était Ridicule. Oui, j'allais en parler, oui. Et Que la fête commence. C'est-à-dire que Ridicule, on dépasse l'ennui par le verbe, que la fête commence par la sexualité, et moi, en l'occurrence, c'est pas de la sensualité, de la nourriture. Je me permets juste de préciser ça. Turgot, c'est Macron, en gros. Turgot, il libéralise les marchés. Et à ce moment-là, il y a la pression politique qui fait que des nobles commencent à s'en aller même avant la Révolution. Donc, il y a des employés avec une capacité qui se retrouvent au chômage, qui sont des cuisiniers qui n'étaient là que pour reproduire jusque-là et à qui on interdisait d'inventer. Et ces gens-là qui se retrouvent sur le pavé se retrouvent avec l'évolution de la loi, la fin des corporations, en capacité de créer leur propre commerce. C'est la petite entreprise, c'est la libre Absolument, entreprise devenue possible avec quelqu'un de talent. C'était là les ferments de la Révolution en partie, cette libéralisation vraiment, qui a amené 1780. C'est ce qui m'intéressait. Moi, je voulais travailler sur l'identité française, en l'occurrence, et donc, par définition, sur l'universel. Là, on a la gastronomie et les Lumières. Le restaurant, ça naît des Lumières. Si on y réfléchit, c'est un long débat, mais c'est une idée des Lumières. C'est très Condorcet. Fais quelque chose, pose un pas, pose un acte, existe. Et Condorcet, le seul qui avait soutenu la Déclaration des droits de la femme, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, Éric, grand merci. J'ai déjà évoqué 2020, qui a été une année assez challenging pour nous tous, mais surtout pour l'organisation d'un festival. Mais heureusement, vous aimez les challenges, peut-être pas autant qu'en 2020 cette année. Mais quel défi vous avez le plus motivé? Oui, voilà, parlons de défis ou de challenge en français dans le texte. Séduire les Néerlandais, c'est vraiment la vocation première de l'Échappée Rebelle, la fondation, de promouvoir la culture et la langue française. Et donc c'était notre objectif. Je pense que nous pensons vraiment l'avoir atteint, particulièrement l'an dernier. On a véritablement eu un public je dirais, aux 2/3, si ce n'est plus, de Néerlandais. Oui, donc vous avez bien réussi l'objectif que vous vous êtes donné pour l'an 2020, malgré tout. Nous allons faire mieux, mais c'est déjà une satisfaction. Mais si on a beaucoup d'ambition, on n'est jamais satisfait, je crois. C'est vrai. Jamais rassasié, effectivement. Non. Et pour l'année 2021, pour cette année, quels sont vos objectifs? Alors, les objectifs, bien sûr, c'est de le réaliser en présence, en présentiel, qu'on puisse recevoir les réalisateurs, qu'on puisse avoir une soirée d'ouverture digne de ce nom, comme celle que nous avons tenue pour la première édition. De nouveau, donc, après le succès du premier prix Tapis Rouge, on aura une nouvelle édition. On va composer un jury avec Pierre Assouline, j'espère donc de personnalités à la fois françaises et néerlandaises. L'idée est d'avoir des Néerlandais et des Français à part égale et une parité homme-femme. Voilà. Donc ça, c'est le challenge. Et puis, bien sûr, on a des nouveautés importantes dont Arnaud va vous parler tout de suite. La première nouveauté, c'est que l'on va être présent dans plusieurs villes hors d'Amsterdam. La deuxième nouveauté, c'est qu'on va mettre en place des transmissions en direct pour certaines soirées, ou en tout cas des enregistrements qui pourront être vus dans ces villes. Mais Arnaud, qui est notre grand spécialiste, va pouvoir nous en parler plus précisément. Et non, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de proposer des films partout aux Pays-Bas, puisque les Français sont partout et les cinémas sont partout. Donc c'est très intéressant d'être présent, que ce soit à La Haye ou bien je vais le faire en Dutch, à Den Haag, à Nijmegen. En néerlandais. C'est vrai, en néerlandais. Je vais le faire en néerlandais. Donc non, effectivement, ça va être Groningen, Utrecht, Maastricht, et j'oublie Rotterdam. Leiden, on a dit, oui. Et c'est ça. La Haye, bien sûr. L'idée, c'est d'être présent partout, c'est de proposer plein de choses. Évidemment, qu'il y ait des problèmes liés au Covid ou non, il est impossible de faire preuve d'ubiquité, donc forcément, tout se passera en majorité à Amsterdam. Mais on a aussi envie de proposer à tous les spectateurs de pouvoir profiter des soirées spéciales, puisque chaque soir, nous voulons créer un événement. Et donc l'idée, c'est de retransmettre en direct
tout ce qui se passe dans la salle à Amsterdam, pour que, en tant que spectateur de La Haye, par exemple, j'ai l'impression de profiter du festival et de vivre un événement. Ça, c'est très important pour nous. Non, je comprends tout à fait l'idée de vouloir aller national, on peut dire. C'est ça. On a déjà parlé de la belle qualité de films que vous avez sélectionnés pour le tapis rouge. Et on a vu que pour la dernière soirée des Césars, le 12 mars, il y avait de nombreux films qui ont été nommés aux Césars. Et votre film d'ouverture, Adieu les cons, a été largement récompensé avec 7 Césars. Donc on voit absolument que vous avez un bon goût et que vous avez vraiment de très bons films pour le festival. Pardon, je coupe une toute petite seconde, mais La Bonne Épouse était également nommée, ADN était également nommé, Calamity était également nommé, donc de nombreux films justement étaient sélectionnés. Donc c'était une fierté aussi pour nous. Absolument, parce que ça prouve en fait votre bon goût. Et pour Adieu les cons, les 7 Césars, est-ce que c'était une surprise pour vous? Alors c'est toujours une surprise les Césars, hein, dans un sens comme dans l'autre. Non, parce que le film était vraiment excellent, c'était un film tout à fait remarquable. Idéalement, on aurait adoré pouvoir recevoir les acteurs et le réalisateur Dupontel. Film de grande qualité, sujet extrêmement actuel, belle photo, un film avec suffisamment de caractère et de cachet pour en faire vraiment un film qui sort de l'ordinaire et qui est un film de grande qualité. Donc non, je dois dire que personne de l'équipe n'a été surpris. Peut-être le nombre de Césars, ça probablement. Oui. C'est vrai, parce qu'ils ont quand même 7 Césars, ça fait beaucoup quand même. Absolument. Je veux revenir encore une fois sur la soirée du 12 mars des Césars, parce que ce qui m'est resté aussi, c'était l'action de Corinne Massero. Elle était tout nue, elle avait écrit sur le corps « Rends-nous l'argent ». Et c'était destiné à Jean Castex. Et ça m'est resté premièrement parce que le beau jeu de mots que permet la langue française, ça c'est quelque chose qui me surprend à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue française et les jeux de mots. Mais naturellement, je me suis rendu compte aussi qu'on ne voit guère la période de création et on ne voit que le résultat final. Et ça aussi, en fait, le fait qu'elle a bien mis cette soirée-là, ça m'a fait rendre compte qu'en effet, on a besoin de plus que la créativité de l'artiste, mais on a besoin quand même d'autres sources. Et je me demandais comment vous financez le festival. Question importante, hein. Action très courageuse, je trouve, de Corinne Massero. Vraiment, ça dépasse la performance. Je crois qu'il y avait un message et que le message a été reçu. Alors le financement, bien entendu, les recettes ne couvrent qu'une infime partie du budget qui, d'année en année, s'accroît. Hein. Nos amis du consulat le connaissent ligne par ligne. Donc on a vraiment besoin d'un soutien externe, hein, de sponsors et de partenaires. Cet élément est vraiment très important. On a rappelé le soutien que nous apportent nos institutionnels, sans lequel le festival ne pourrait pas exister. Mais les sponsors les sociétés, les grands groupes sont évidemment aussi très très importants. Il est certain que le festival apporte, Arnaud peut en parler, une vitrine particulièrement intéressante, de plus en plus intéressante. Les courageux qui nous ont soutenus la première édition ne savaient pas que notre festival commencerait à construire une notoriété réelle. La troisième édition leur donnera certainement une visibilité accrue, notamment parce qu'on sera présent dans toutes ces villes hors d'Amsterdam. Oui. Bien sûr, vu que ça, également la présence de différents supports de communication, que ce soit online ou dans la vie réelle, donc c'est-à-dire de la communication, du print, des visuels, des abribus, des choses comme ça, où à chaque fois que le festival communique, il y associe ses sponsors et ses partenaires. C'est intéressant de travailler main dans la main.
Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de pouvoir et promouvoir le festival, mais aussi de le faire en bonne intelligence avec nos sponsors. Et on travaille ensemble pour trouver ce qu'il y a de mieux. L'univers de la communication est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise. Travailler avec des marques est quelque chose qu'on connaît. On n'est pas uniquement un festival qui cherche à faire de la créativité. Non, nous voulons vraiment travailler dans une bonne entente. Ça, c'est le plus important. J'espère que vous allez réussir parce que j'ai très envie de la 3e édition au mois de novembre. Donc, j'espère de tout mon cœur que vous allez trouver les partenaires dont vous avez besoin pour réaliser. Il le faut. Et on a un beau programme déjà. On a un beau programme. On a presque une bonne dizaine de films, toujours en avant-première, de très grande qualité. Ouais. Et on espère pouvoir réunir justement nos sponsors et partenaires dans la salle, comme ce qu'on avait fait en 2019, où c'était un moment incroyable. Puisqu'on était au Tuschinski, qui a été élu par Time Out le plus beau cinéma du monde dernièrement, ce qui est assez rigolo. On est également au Film Allen, qui est quand même, on peut le voir ici, une salle magnifique et un complexe superbe pour le cinéma. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de proposer dans un écrin, donc ces salles de cinéma assez complexes, des bijoux précis, et ces bijoux, ce sont les films qu'on propose. Absolument. Je voudrais conclure par le film de ce soir, Délicieux. Pierre-Pascal, pourquoi vous avez choisi ce film? C'est un film qui regroupe, qui réunit un certain nombre de critères qui, on l'espère, plaira à nos amis néerlandais et bien sûr à la communauté française. Pourquoi Délicieux? Donc c'est un film d'époque, très beau film, belle photo. Éric Bénard a un sens et un souci du détail et de l'exactitude historique qui réjouira tout le monde. Le film se passe dans un décor naturel magnifique, dans le Cantal, une superbe région, connue de pas mal de Néerlandais du reste. Donc très, très belle photo. Et puis le thème, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est tout à fait dans la ligne directrice des films d'Éric Bénard. Et là, quelles sont les passions négatives qu'il faut dépasser? C'est la résignation, c'est la vengeance. Et il s'agit donc d'une rencontre. Pierre Manceron, donc je ne dévoile rien, parce que c'est dans la bande-annonce. Pierre Manceron est donc un grand chef, le chef du duc de Chamfort, personnage imaginaire, et il est chassé, limogé par le duc parce qu'il a voulu innover. Et donc il se résigne, il abandonne véritablement son beau métier, mais il rencontre Isabelle Carré, une jeune femme magnifique qui lui redonne le goût de cuisiner, et il crée. Alors, petite licence historique, puisque le premier restaurant a effectivement été créé à Paris, mais Éric Bénard imagine que ce premier restaurant est créé dans le Cantal. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous allez pouvoir regarder et découvrir ce film qui, nous l'espérons tous, toute l'équipe de Tapis Rouge vous plaira et vous séduira. Moi, je n'ai pas de doute, vu votre choix de film jusqu'à maintenant et les films que j'ai pu voir grâce à vous. On va presque arrivé au moment suprême du film, maar pas avant que j'ai dit quelques mots en néerlandais. Ik wil toch graag een korte samenvatting geven in het Nederlands van wat Tapis Rouge nou is. Pierre-Pascal heeft het heel goed uitgelegd. Dit wordt de 3e editie dit jaar. En Tapis Rouge is een festival dat over 5 dagen de mooiste Franse films laat zien die nog niet eerder uitgekomen zijn. Afgelopen jaar, ondanks corona, waren er toch 2000 mensen naar de films gekomen. Dus dat is een heel groot succes. En de openingsfilm van vorig jaar, Adieu les cons, heeft 7 César gewonnen. Dus de kwaliteit is duidelijk. Dus wij hopen allemaal, want dat is een van de doelen die Tapis Rouge zichzelf heeft gesteld, is om nog meer Franse films aan het Nederlandse publiek te kunnen laten zien. Dus wij hopen dat u allen komt kijken naar die mooie Franse films die er straks worden laten zien in november. Wil ik u als leden van de Franse Kamer wil ik u hartelijk danken voor alle steun, voor uw loyaliteit van de afgelopen jaren. Ik hoop absoluut dat we elkaar snel weer in het echt kunnen zien, dat we het glas kunnen heffen. Ik hoop voor vanavond dat u een hele leuke avond heeft, een hele mooie filmavond. Je voudrais remercier tous nos membres de votre soutien à la CCI, de votre fidélité. J'espère vraiment vous revoir très bientôt en présentiel.
Et pour ce soir, je vous souhaite un très bon film, une très bonne soirée. Je voudrais encore une fois remercier Pierre-Pascal et Arnaud de nous avoir invités ce soir, d'avoir l'occasion de voir ce film délicieux en avant-première. Merci, merci beaucoup. Et à vous tous, à très bientôt et une très bonne soirée. Merci Sylvie. Danke sehr.